Salut, moi c'est Steph. Moi, c'est Sarah. Et toi, t'es sur Radio Jab, le podcast qui t'embarque dans une philosophie de l'action. Tu le sais peut-être pas, mais le jab, c'est le coup principal en boxe. C'est à la fois le coup le plus stratégique et en même temps, il faut en faire beaucoup pour mettre un KO. Et ça, c'est exactement ce qu'on te propose de faire ici. Apprendre des trucs ensemble et te faire passer à l'action. Jab, c'est aussi le nom de notre boîte. On coach, on entraîne et on conseille des dirigeants et des équipes sur la vente. Alors que tu sois dans le business ou pas du tout, reste avec nous. On ne pouvait pas penser de nouvelle saison Radio Jab sans te faire un book review. Et comme Sarah et moi, on était inspirés par 2 livres très différents, on a décidé de te proposer une lecture croisée des 2. D'un côté du ring, le livre Winning de Tim Grover, et de l'autre, de la fiction, avec Peaceful Warrior de Dan Millman. 2 regards sur un sujet, voilà ce qu'on te propose dans ce book review Radio Jab. Bonne écoute! Salut Sarah. Salut Steph. Ça va? Oui, et toi? Ouais, je sens une atmosphère très studio chill dans ce studio. Tout à fait. Parce qu'on est avec des livres. Et les livres... Parce qu'aujourd'hui, c'est book review. Exact. Mais c'est un format de book review un peu différent. Ouais. Aujourd'hui, on a décidé... peut-être reprenons la base. Hein. On le sait, on est dans le mois de la peur. Le mois où le thème édito de Radio Jab, c'est la peur. Et donc... chaque mois, on va essayer de vous proposer une book review. Et Sarah et moi, on avait 2 idées hyper différentes de livres qui nous parlaient sur ce thème. Et au lieu de choisir et de renoncer à l'un des 2, on s'est dit, mais viens, pourquoi on ne croise pas 2 regards, 2 bouquins qui nous ont parlé chacune sur ce thème de la peur. Et en fait, le book review, il se fait en miroir et on le fait de cette façon-là, 2 livres qui dialoguent. C'est cool, non? C'est parfait. Comme nous, qui dialoguons. Mais voilà. Et en plus, je trouve c'est assez intéressant. Sarah, qu'est-ce que tu as choisi comme livre? Alors, moi, j'ai choisi The Way of the Peaceful Warrior de Dan Millman. En français, c'est Le guerrier pacifiste. Ouais, très beau livre, adapté aussi au cinéma. Moi, j'ai d'abord vu un film. Ouais, le film, que j'ai adoré. Et donc là, on a le livre sous les yeux. À choisir, je recommanderais de d'abord lire le livre. Voilà. Je pense que t'as raison. T'as absolument raison. Et en fait, c'est un livre un petit peu autobiographique de Dan Millman, où il raconte sa jeunesse, ses études, où lui, c'était un gymnaste, un athlète gymnaste. Et il rencontre un jour un gars dans une station essence après avoir fait un mauvais rêve, qui s'appelle visiblement Socrate. Petit prénom normal. Qui attire vraiment son attention parce que c'est un vieil homme qui se dit guerrier, donc warrior, et qui a toujours un éclairage un peu étrange sur la vie et qui vraiment le retourne, lui, dans toutes ses croyances et tout son monde, en fait, tel qu'il le pense quand il est étudiant, avec ses certitudes, etc. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un parcours initiatique, déjà, où on arrive avec, au début, un personnage qui est hyper sûr de lui, presque arrogant, etc. Et bon, je raconte pas la fin, mais qui évolue beaucoup pendant le livre. Et on va aller creuser un peu cette évolution et le rôle que la peur a joué dans ce parcours initiatique. Et c'est là où ça devient intéressant. De mon côté, on est moins sur une histoire, on est sur un livre qui s'appelle Winning, de Tim Grover, qui est l'entraîneur préparateur physique de Michael Jordan et de Kobe Bryant, qui est connu pour notamment avoir entraîné Jordan. Et ce qui est intéressant, qui est commun avec Peaceful Warrior, c'est que l'auteur du livre était à la fois lui-même un athlète dans sa jeunesse et ensuite un coach. Donc on a je trouve 2 profils d'auteurs qui sont similaires. Mais ce qui est différent là, c'est que c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais de la non-fiction. Donc voilà, c'est plus un livre de développement perso, comme on pourrait dire en français. Et là, on va beaucoup plus être dans un manuel du mindset de quelqu'un qui gagne. Et pourquoi moi, ça m'a parlé pour ce book review, c'est parce que pour gagner, il faut dealer avec la peur. Un moment ou un autre. Et bon, on va un peu en discuter. Il y a plein de points qui m'ont interpellée. Mais ce livre, moi, si je dois résumer pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui et pourquoi je vais en parler, c'est qu'il m'a fait vivre plein d'émotions en tant que lectrice. Il m'a fait
vraiment ouvrir sur mes peurs. Au début, j'ai paniqué, j'ai rejeté le livre, j'ai détesté. J'ai fait la même chose. Voilà. Bah, moi, je l'ai pas lu pour le coup encore. Exact. Tu vois, je j'ai pense toujours pas réussi, mais au début, tu as l'impression, pour prendre la métaphore que je connais bien de la boxe, mais tu te fais enchaîner dans un coin et t'arrives plus à sortir, quoi. Enfin, c'est horrible, t'es dans les cordes. Et en fait, quand tu rentres dans le jeu ou tu t'arrives à rentrer dans le mindset, je pense, qui fait que t'apprécies ce livre, ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, sur la force créatrice de la peur, sur qu'est-ce que ça veut dire avoir peur et pourquoi tu dois y être confronté si t'as envie de gagner. Et je pense qu'on a tous envie de gagner des trucs. Donc voilà les 2 bouquins qu'on va vous proposer aujourd'hui. Ce qu'ils ont en commun quand même, je trouve, et peut-être Sarah, c'est le premier truc que je voudrais te demander, c'est, et on en parlait tout à l'heure off mic, ce truc un peu stoïcien d'être dans le moment. Et peut-être que t'as pas envie de parler de ça maintenant. Là, j'étais pas dans le moment. Je plaisante. Ouais, en fait, c'est amusant parce qu'en préparant l'épisode avec Steph, on se disait justement que il y a vraiment, je sais pas si c'est une recrudescence, mais en tout cas, il y a une tendance aujourd'hui dans tous les bouquins de développement personnel, dans tous les courants de pensée, de se baser beaucoup sur les stoïciens. Ouais. À savoir, il y a certaines choses que je ne peux pas changer. Ce que je peux changer, c'est ma réaction. Bon, je simplifie, mais ce que je peux changer, c'est ma réaction et du coup, comment moi je vois le monde et non pas les choses qui m'arrivent en tant que telles, quoi. Ouais. Et aussi bien dans Winning, je sais un peu moins, mais dans Peaceful Warrior, il y a beaucoup de ça. C'est que le personnage, en fait, au début, il arrive avec une espèce de couverture qui ressemble un peu à de l'arrogance. Et on comprend pas tout à fait parce que il va vraiment se moquer de Socrate là, parce qu'il y a des épisodes un peu rigolos. Alors quand il le rencontre, il le voit assis sur un banc dans la station-service et ensuite il le voit sur le toit et il lui dit mais comment en une seconde t'es passé de là à là? Et Socrate lui répond de manière ultra énigmatique, un peu en mode maître Yoda quoi. Et l'autre il lui dit mais il se fout de ma gueule ce gars et en fait il s'énerve. Ouais. Et il s'énerve comme ça tout au long du début du livre. Avec cette arrogance, cette espèce de supériorité, un peu de style, c'est qui ce gars dans la station-service là? Moi, je suis dans le MIT, enfin, je sais plus dans quelle école il est, mais bon, dans une école très prestigieuse aux États-Unis. Et en fait, plus on lit et plus on décrypte un peu ce que Socrate dit, plus on voit que cette attitude, elle cache de la peur. Et qu'elle cache de la peur de, notamment, pas vouloir voir des choses. Et de vouloir détourner les yeux, détourner le regard des choses qui font vraiment peur. Ouais. Et ça se manifeste dans des trucs hyper bêtes, quoi. C'est drôle ce que tu dis parce que, en fait, je trouve ça ouf comment les 2 bouquins se font écho, mais dans Winning, donc Tim Grover raconte que il a en consultation pour un pré-coaching un jeune athlète qui vient justement avec cette arrogance, tu vois, et comme quoi, l'arrogance. On peut tous avoir cette armure, ouais, exactement, et on l'a tous. Je pense qu'on a tous des moments d'avoir ce réflexe parce que c'est facile, enfin tu vois, ça peut être plus facile que d'aller deep down et de regarder ce qui te fait flipper. Et Tim Grover le call out, tu vois, l'interpelle sur ça, il lui dit écoute mon gars, genre pas à moi. Non mais il lui dit d'une manière un peu coachante, en fait tu sais ce que tu vas faire? Là tu vas rentrer chez toi, genre on prend pas 1 minute de plus ensemble en fait, ça sert à rien. Tu rentres chez toi et t'écris justement toutes les couches de bullshit que tu te mets, cette armure de bullshit, et tu les vides. Et derrière, t'écris qu'est-ce qui te fait peur derrière ça. Genre vraiment, fais un process de tout vider sur papier, les trucs qui te font hyper flipper et qui sont en fait les raisons pour lesquelles tu me sers cette soupe d'arrogance. Exactement, tu te masques derrière cette personnage. Et voilà, après ça. Et c'est hyper vrai, je poursuis là-dessus parce que c'est hyper vrai aussi dans la plupart des gens qu'on rencontre dans le monde professionnel. Tout à fait. Les gens vont avoir une sorte d'attitude. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir une attitude un peu, à la fois arrogante, supérieure, et on dirait que ça manque d'humilité, quoi. On pourrait dire un peu ça. Et je pense que quand tu commences des rendez-vous professionnels aussi, c'est intéressant. T'as toujours je suppose que toi, tu le vois assez régulièrement. T'as toujours la première couche, ça va trop bien, je fais trop mes œuvres, voilà, tout va bien.
Et en fait, à la fin, et ce qui est intéressant d'ailleurs, alors là, on ouvre un peu une petite digression, mais c'est que pour accepter de se livrer comme ça, faut lâcher prise sur sa peur et faut être assez confiant pour te mettre en position de vulnérabilité vis-à-vis de l'autre. Et en fait, paradoxalement, ça demande une grande force. Et aussi, il y a un sujet qui est, on en parlait tout à l'heure, de bien accompagner ça. Parce qu'on pense beaucoup à la peur en tant que truc personnel, en tant qu'émotion interne, que quelque chose qu'il faut travailler soi-même. Mais on pense pas beaucoup à l'environnement et à comment moi, je réagis face à quelqu'un qui a peur. Est-ce que je lui fais encore plus peur ? Exactement. Est-ce que je l'aide à avoir moins peur et du coup, ça peut m'aider aussi, moi, à je sais pas, à atteindre mon objectif ou à juste être une meilleure personne. Et on n'y pense pas beaucoup. En fait, comment je réagis quand quelqu'un a peur face à moi ? On n'y pense pas du tout assez. Et du coup, pour revenir un peu à nos anecdotes, d'ailleurs, c'est 2 bouquins où tu te rends compte qu'il y a le rôle de l'accompagnateur. Donc Socrate, dans le cadre de Peaceful Warrior, on va revenir dessus. Et juste pour boucler sur la fin de mon anecdote, Tim Grover dit ça au gars, on est en face d'un jeune de 18 ans. Hein. C'est un mec qui rentre au college, tu vois. Et il se dit, je vais jamais le revoir. En vrai, le mec va jamais revenir. Et en fait, il revient le lendemain, première heure, et il est en mode, je suis prêt. Genre, je me suis jamais sentie aussi près, tu vois. Genre, donc, et ils ont commencé à bosser ensemble. Et la suite de l'histoire veut que le mec ait eu des succès phénoménaux, etc. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de se dire, c'est vrai qu'il y a toujours cette réaction, et on y pense assez rarement, de mettre une armure. Et quand nous, on est face à quelqu'un, comme tu l'as très bien dit, où on décèle ça, comment on peut l'aider. Tout le monde n'est pas Tim Grover, donc je pense qu'on va pas tous dire à son interlocuteur, écris ton bullshit et tes peurs et reviens voir, tu vois. Mais peut-être que c'est intéressant d'aller voir dans Peaceful Warrior comment ça se déroule du coup. Qu'est-ce qui se passe après quand il lui a servi son arrogance. Que fait Socrate ? Comment ça évolue tout ça ? C'est amusant parce que Socrate, tout le long du livre, il a une espèce d'attitude très légère et il se moque de lui, il se rit vraiment de Dan Millman, ce qui l'énerve d'autant plus. Ouais. Et en fait, il le pousse à bout. Et à chaque fois, il le pousse à bout en étant lui en train de survoler complètement, quoi. On a l'impression qu'il est dans son délire, mais à la fois, il dit des choses qui le piquent tellement dans son ego qu'il peut pas partir, en fait. C'est vraiment Rafiki, genre. C'est le seul fou. Ah ouais, exactement. C'est Rafiki. C'est clair. Et en fait, il a quand même des sortes de moments de réalisation au fur et à mesure. Donc en fait, il y a un moment dans le livre où Dan Millman, il a commencé à pas mal changer. Il a changé un peu son entourage, ses vêtements, plein de choses. Et il va tout fier vers Socrate. Et en fait, ce jour-là, il y a une nana, Joy, qui rejoint Socrate et il tombe complètement amoureux d'elle, quoi. Gaga d'elle parce que c'est une fille belle, légère. Il la décrivent comme si elle volait. Alors j'ai pas vu le film, mais moi c'est vraiment l'image que j'en ai. Et Socrate, encore une fois, se fout de sa gueule en gros et finit par lui dire que il est prêt à changer tout sauf lui. Et qu'il a changé ses vêtements, ses trucs, etc. Mais qu'en fait, c'est nul et ça sert à rien. Et donc Dan, qui a vraiment été au bout de lui-même pour tout changer, machin, faire des efforts, il se dit mais je vais le tuer en fait. Ouais. Et il s'énerve tellement que il manque de le frapper ou un truc comme ça. Et du coup, il a la honte devant Joy et il pense qu'il va jamais la revoir. Et il part comme ça, complètement super énervé. Et c'est justement après ce moment-là où il marche toute la nuit et il dit qu'il get drunk, tu vois, qu'il boit un truc et qu'il est content de juste s'endormir en s'évanouissant, quoi. Et en fait, le lendemain, il a une conversation avec Socrate et il réalise que il a un moment de réalisation que c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que il y arrive parce que Socrate, il alterne justement entre le pousser à bout et juste l'écouter. Et je trouve que c'est intéressant comme mode de fonctionnement, et surtout pour nous, parce que moi je suis coach, donc en tant que coach, tu dois choisir tes modes et tes moments où tu pousses les gens à bout, ou au contraire, tu les écoutes et tu es en empathie. Et c'est pas simple toujours de jauger. Ouais, c'est clair.
Et en fait, c'est un des moyens de faire face à la peur de l'autre, tu vois, quand elle survient. Et il faut pas toujours justement être dans ce mode empathique et de dire ah ma pauvre machin. Il y a des moments où vraiment faut aller au bout, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment un des trucs les moins faciles parce que t'as peur à toi. Et on va le dessus, souvent. Ouais, exactement. On peut prendre le dessus. Et en fait, ça, c'est intéressant par rapport à ce sujet-là aussi. Les deux livres offrent une perspective qui est à la fois différente et en même temps, on l'a dit, qui se rejoint. Mais je pense à ça parce que donc Tim Grover, là, dans son book, il explique un peu aussi, en fait, si tu maîtrises pas d'abord ta peur à toi, c'est difficile de maîtriser la peur des autres. Et je pense à ça parce que Socrate est une figure plus ou moins mystique dans le bouquin. Et tu vois, quand tu le ramènes toi à la vraie vie et que tu te dis, ouais, et du coup, moi, dans mes coachings, en tant que vraie personne, aussi avec mes vraies peurs, ça se passe comment, tu vois. Et pour faire un peu écho à ça et continuer ça, il y a un truc que j'ai bien aimé sur ce sujet de sa propre peur dans le bouquin de Tim Grover, c'est le dark side. Et c'est la force créatrice de la peur. Et donc ça m'y fait penser parce que souvent la création, c'est rarement un acte solitaire, en fait. C'est impossible même. La création, par définition, c'est deux choses qui viennent ensemble, quoi. Enfin, peut-être pas par définition, d'ailleurs. Mais nous en parlerons dans le prochain mois de Radio Jab. C'est marrant parce que tu vois, Socrate, on en parlait à l'instant. Mais Socrate, dans ce livre, il me fait penser... t'as vu Fight Club ? Non, pas encore. Pas grave. Mais en fait... Socrate et Joy, dans ce livre, ils me font penser à des sortes d'alter ego que Dan Millman voudrait être, ou un espèce de délire créé justement par la peur. Et dans Fight Club, c'est exactement la même chose. À la fin, en fait, le personnage principal... Je sais que c'est Brad Pitt. Il est... ouais, mais lui, c'est le faux. Enfin, ok. Et du coup, le personnage principal, en gros, un jour, il perd tout. Il est vraiment au bout. Son appart, il brûle. Il se fait virer. Il a pas de meuf. Voilà. Il est en pleine voie de Murphy. Et en fait, c'est un peu, soit il se suicide, soit on sait pas ce qui va lui arriver, mais il va se passer un truc de ouf. Et en fait, il rencontre quelqu'un dans l'avion juste avant que son appart brûle. Et il rappelle cette personne. Et ils commencent à traîner ensemble et tout. Et il révèle son côté hyper agressif et c'est là où il crée Fight Club en fait, parce que d'un coup il commence à se battre pour aller au bout, tu vois, le gars lui dit moi j'ai super peur de me battre, de mon agressivité et tout, et en fait il va au bout de sa peur et il crée cet alter ego. L'alter ego naît de cette peur. C'est exactement ça, c'est exactement le point de Tim Grover et c'est ce truc de se dire on a tous un dark side et il y a même un travail à aller faire pour le faire émerger si tu veux gagner. Et c'est pas agréable. Il dit souvent on fuit ce truc parce que ça nous remet dans des moments de notre vie hyper désagréables et t'as pas forcément envie de ça. Mais il faut savoir que c'est là-dedans que t'as toute la matière, la force créatrice que peut avoir la peur. Et en fait, ce dark side, c'est intéressant et cette force créatrice, cet alter ego que ça t'amène à créer. Donc lui, il donne l'exemple de Kobe Bryant, donc le basketteur ultra connu. Il avait son personnage qui s'était créé qui s'appelait Dark Mamba, je crois, ou Mamba juste. Oui, mais Mamba, c'est son concept en fait. C'est ça, c'est son concept. Et en fait, il explique dans le bouquin, Mamba est né de cet alter ego. Et en fait, tu vas aller chercher tes pires frustrations, les gens qui t'ont fait les plus pires blessures émotionnelles dans ta vie, etc. Et en fait, ton alter ego dark se nourrit de ça et c'est ça qui te fait sortir le meilleur. Donc c'est aussi un peu la dichotomie entre le pire de toi qui te fait sortir le meilleur. Et je trouve qu'il y a un peu cet élément de Socrate. C'est pas forcément le dark side de Dan Millman, mais il y a cet élément un peu d'alter ego. En tout cas, il fait sortir. À mon avis, c'est le bright side, mais qui fait sortir le dark side de l'autre quand il l'accepte pas. Ouais, exactement. Et c'est marrant parce que dans le livre, justement, il dit Fear and sorrow inhibit action. Donc la peur et la tristesse, enfin le chagrin empêchent l'action et la bloquent. Ouais. Alors que la colère, anger, generates it. Ouais. La colère génère justement cette action. Et ce qu'il dit, c'est que c'est pas qu'il faut pas avoir peur ou ne pas ressentir de tristesse. Au contraire, c'est plutôt la force de cette émotion, comment elle arrive à se transformer ensuite en colère et ensuite en action. Ouais. Il donne l'exemple des bébés qui acceptent complètement leurs émotions. Donc il dit, un nouveau-né, ça réfléchit pas si c'est triste, ça pleure en fait. Ouais. Et ça flot directement.
C'est marrant parce que Tim Grover utilise le même exemple. Ah, c'est drôle. C'est sûr qu'il l'a lu. Enfin, oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est trop marrant. Ouais, c'est drôle. Il parle de ça. Il dit quand t'es enfant, personne. Enfin, ça te vient pas à l'esprit d'arrêter tes émotions, genre. Oui, mais je trouve qu'à la fois, et encore plus dans le monde professionnel, on contrôle tellement nos émotions et on essaie tellement d'en être maître que c'est très difficile de les laisser circuler un peu librement. Ouais. Tu vois, et je trouve que justement transformer quand tu te prends un gros vent au téléphone ou un truc où vraiment ça te pince et ça te fait un couteau dans le ventre, c'est très difficile de le transformer en cette colère créatrice, quoi. Ouais, c'est clair. T'es plus en mode dégoûté et je me suis pris un coup dans le ventre, là j'ai besoin de souffler, quoi. Ouais. J'aime bien aussi juste pour rebondir sur ce truc des émotions et de la peur et de la colère et de ce que ça génère, il y a aussi une distinction que fait Tim Grover là-dessus dans le bouquin. Il dit « Fear is power ». Fear est censé te générer du power parce que c'est censé arriver au sentiment « I can do this ». J'ai peur, mais I can do this. Et lui, il oppose ça au doute. Et je trouve que c'est intéressant ce triangle émotionnel, peur, colère, doute, tu vois, toutes ces émotions qu'on met un peu toutes dans le même panier. Mais il dit, attention, le doute, c'est un peu l'ennemi parce que doubt is panic. Ouais. Doubt is panic et c'est pas I can do this, c'est I'm fucked. Intéressant aussi. Bah, le doute, en fait, moi j'aime bien cette image de se dire que le doute, c'est la toute petite fissure là qui vient se faire et en fait y a de l'eau qui coule dessus et ça s'augmente et puis ensuite ça bouffe tout, c'est exactement quoi. Ça. Ça bouffe tout. Ah ouais, c'est exactement ça. Et à la fois c'est challengeant parce que t'as envie de douter parfois, enfin dans le sens où tu te dis que c'est sain. Tu vois, le doute c'est sain souvent. Ouais. De questionner en tout cas c'est sain. Et d'ailleurs c'est un peu le rôle que Socrate joue aussi pour Dan Millman, il le questionne vachement, il fait douter de lui-même. Bah, il le fait douter et c'est là où justement il trouve ses petites failles et il s'engouffre directement. Et c'est là où il y a du changement aussi. Ouais. Tu vois, c'est... Quand tu commences à douter d'un truc, en fait, t'es obligé d'aller au bout. C'est peut-être ça aussi. Ouais. C'est que le doute, soit il faut l'éviter, soit aller complètement au bout. Ah, c'est le vortex. Faut pas rester avec. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ça. C'est que si tu restes avec un petit doute, ça te bouffe en entier. Si tu bouffes le doute, tu peux trouver un truc. Ouais, c'est excellent. Et je voudrais revenir un peu du coup sur Peaceful Warrior, dans son parcours un peu initiatique. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, peut-être dans l'histoire, mais c'est que le gars, il a un accident quand même, Dan Millman. Et je pense que c'est un élément hyper important. C'est vrai. Ouais, donc il est gymnaste, il étudie, il est dans ses compétitions de ouf. Il rencontre le fameux Socrate. Il a un accident de moto, je crois. Et là, il a peur forcément, et il y a ce rapport de la peur et du temps. Ouais, parce qu'en fait, comme sa carrière est foutue, quoi, en tant que gymnaste, il a une jambe, je crois, qui est complètement foutue, et il a peur parce qu'à la fois il voit pas le futur, il voit que le passé c'est terminé, et en fait le moment présent il n'existe pas vraiment parce qu'il a jamais vraiment vécu dans le présent. Et d'ailleurs il y a des choses dans le livre qui le montrent et qui lui font réaliser ça, et notamment il l'amène, je me souviens, il fait venir un gars qui est spécialiste en nutrition et il est spécialiste dans les aliments crus. Ok. Et je me souviens de ça. Et en fait il lui dit que sa peur de manquer un repas, et parce qu'il a une mauvaise appréhension de la nourriture, et sa peur de manquer un repas fait en sorte qu'il ne peut pas même apprécier un repas qu'il est en train de manger. Et il est tellement dans l'anticipation ou dans la peur de manquer, etc., que quand il est dans le moment présent, il ne peut pas en profiter. Ouais. Et en fait, c'est pareil pour tous les autres aspects de sa vie. C'est que il est tellement soit dans le passé de ma carrière est finie, soit dans le futur de je vais rien devenir et il va rien se passer de ma vie, que il oublie complètement le moment présent. Et ce que tu disais, c'est que c'est assez présent aussi dans Winning. Ouais, ça l'est. Alors encore une fois, ce que j'adore, c'est que c'est le même concept, mais voilà, framé différemment. Grover, il parle du focus. Il dit que justement, pour repartir un peu de ce truc de ton alter ego un peu dark, pourquoi tu le fais ? Enfin, tu vois, genre, le but n'est pas juste de te créer un alter ego dark et d'aller creuser tes profondeurs. Tu le fais parce que ça sert
le purpose d'être en full focus, ce qu'il appelle. Et il dit en fait, quand tu es dans cette zone, tu vois, on appelle ça le flow. Ouais, il y a plein de dénominations. Mais quand tu es dans cette zone qui t'amène à la victoire, t'es vraiment vision périphérique nulle, bam, t'es en plein tunnel et t'es dans le full focus et il y a qu'un seul truc qui compte, c'est le moment présent. Et il dit dans le livre, moi, voilà, la différence ultime que je vois entre des Michael Jordan et les autres, c'est que le gars est dans le moment présent au point qu'une seconde peut durer 10 minutes pour lui, tu vois. Et je trouve que ça, c'est puissant. Et c'est puissant aussi, on va vous faire écouter un passage d'une interview de Dan Millman où il dit en fait, il y a un gars qui vient le voir avec $1 et qui lui dit je sais que vous êtes un coach hyper connu machin et que pour $1 vous allez pas pouvoir me dire grand chose, mais si je vous donne $1, c'est quoi le coaching que je peux recevoir? Et en fait Dan il lui dit breathe, relax et voilà, be here and now. Et il dit on sous-estime l'importance de faire les actions l'une après l'autre. Ouais. En fait, c'est quoi ma journée? C'est déjà me lever le matin, faire un pas hors du lit, aller vers la douche, tu vois. Et en fait, ces trucs, on les fait tellement en autopilote parfois. On n'est pas. Enfin, tu vois, quand elle le dit comme ça, tu dis oui, en fait, c'est ridicule évidemment que je me lève et que je vais à ma salle de bain, mais de prendre les trucs un par un. Oui, mais tu te lèves et tu vas à ta salle de bain. Combien t'as eu de milliards de pensées entre-temps quand t'es arrivé à ta salle de bain? C'est ça qu'il dit, c'est de faire une seule chose à la fois. Ouais. Et pas 50 000, dont la moitié dans l'expectative du reste de la journée, quoi. Ouais, et je trouve que ça, c'est intéressant parce que, justement, quand, par exemple, tu t'apprêtes à prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un, à cold-caller quelqu'un, quand tu t'apprêtes à rentrer dans un rendez-vous, est-ce que t'es vraiment dans le moment présent et est-ce que t'es en train de penser seulement à la conversation que t'es en train d'avoir? Et la plupart du temps, non. T'es dans une conversation de vente, par exemple, et t'es en train de penser, est-ce qu'il va m'acheter, au lieu d'écouter ce qu'il va te dire. Ouais, c'est clair. Ah, t'as tes peurs en petit background mode, quoi. Voilà, et je pense que c'est ça dont ils parlent quand ils disent le moment présent, c'est supprimer le background, le truc qui tourne en tâche de fond. Tu sais, comme quand ton ordinateur il bug, et en fait c'est que t'as trop de tâches ouvertes et du coup t'ouvres le gestionnaire des tâches. On n'est que des ordis en fait. Mais c'est vrai ce que tu dis. Et on va jouer l'extrait juste tout de suite pour que vous puissiez bien l'entendre de la voix de Dan Millman, parce qu'il le raconte quand même avec brio. You know, a writer named Barbara Rasp said, "The lesson is simple, the student is complicated." By focusing less, actually, on trying to have just the right thoughts and positive thoughts and quiet mind and just the right feelings, if we focused on what we have more control over, how we move our arms and legs, what we actually do moment to moment, it simplifies our life. Do you ever wake up in the morning thinking, I have 26 things I have to do today? But actually, there's only one thing you need to do. Open your eyes when you first wake up. And then sit up. Unless you sleep sitting up. And then put your feet on the floor. One thing at a time. My life is very busy. I'm sure yours is very busy too. But my life has become very simple when I've finally realized I can only do one thing at a time. A young man, a college student actually came up to me once and said, Dan, I know you charge a lot of money for personal consultations, but I'm a poor college student. I just have $1. Can you tell me something for $1? I said, sure. And I told him 6 words that could change his life if he actually practiced it. Those 6 words were simply here and now, breathe and relax. Just remembering to do those things more often. Remembering where we are, right here, right now. The moment of reality. It's the only one. Mark Twain once said, I've had many troubles in my life, most of which never happened. Yeah, we laugh because there's some truth there. A light bulb goes on. Most of our troubles are self-created, about past and future, regrets, anxieties. But right now, we can handle this moment. Life comes at us in waves of change. We cannot predict or control those waves, but we can become better surfers. Alors, ce serait peut-être un bon moment pour conclure, et j'aimerais bien qu'on conclue sur quelque chose qui est revenu dans les stories Insta quand on a fait la promo de Radio Jab et qu'on vous a un peu sollicité sur qu'est-ce qui vous fait peur. Il y a une peur qui est revenue
qui est la peur d'être différent. De sortir, en fait, je pense que la peur d'être différent, c'est aussi la peur de sortir d'une traque connue, de sortir de ce qu'on sait faire et de ce que les autres savent faire, et de avoir peur d'être isolé. Exactement. Comme Victor Samny qui disait dans ton épisode, dans l'épisode de Radio Jab, numéro 24 ou autre. J'espère. Et Victor, il disait la peur de disparaître, en fait, aux yeux des autres. Je pense que c'est ça, la peur de faire différemment, entre autres. Et je pense que, voilà, je me suis dit qu'il y a 2 éclairages aussi pareils avec ces 2 livres, et donc c'est vraiment trop bien de les croiser. Côté Tim Grover, c'est hyper intéressant parce que, voilà, il se dit qu'il ne faut pas se laisser paralyser par cette peur. Il faut d'abord la reconnaître en soi. Parce que souvent, on s'invente plein d'autres peurs périphériques. On dit j'ai peur de X, de Y, de Z. Mais en fait, c'est pas vrai. T'as peur d'être différent parce que t'as peur d'être isolé ou de sortir des chemins connus. Et il faut se dire, et je trouve que c'est assez intéressant juste comme pensée, de se dire tu réussis pas en faisant pareil que tout le monde. Enfin, tu n'atteindras pas ton objectif parce que si tout le monde fait la même chose, la personne les mêmes résultats. C'est être fou que de penser qu'on va faire la même chose pour un résultat différent. Et la façon dont il l'applique, et moi c'est surtout l'application qui m'a vachement marquée, et c'est ça qui va te parler. Donc c'est que avec Michael Jordan, ils ont commencé à faire du training physique ensemble. Bon, jusque là rien de ouf, mais tous les coachs se foutaient de la gueule de Tim Grover à l'époque. Il n'avait pas encore entraîné le Michael Jordan qu'on connaît, tu vois. C'était un petit coach qui sort de nowhere et qui lui fait faire des trucs, mais un peu ridicules, tu vois. Par exemple, entraîner ses biceps. Donc Michael Jordan était devenu fort, et les basketteurs, pour ceux qui connaissent un peu, ils n'ont pas besoin d'avoir des huge biceps. En revanche, Grover a dit oui, mais si quand t'enlèves ta jaquette, tu sais, t'as ta veste au début avant de rentrer sur le court, et là, quand tu vas rentrer sur le terrain, t'enlèves ta veste. Et là, si on voit que t'as des muscles hyper fit, hyper machin, saillant. Ça met exactement, hyper saillant, ça met un facteur peur. Et franchement, tout le monde se foutait trop de sa gueule. Mais n'empêche qu'il disait, c'est que en allant faire des trucs que personne d'autre faisait, ou personne n'avait le courage de s'aventurer, ou alors pensait que c'était ridicule. En fait, il livre dans ce bouquin que c'est ça le secret d'avoir gagné. C'est d'aller chercher ce petit recoin auquel personne n'a vraiment pensé et qui fait la diff. Ouais, de pas avoir peur du ridicule. Exactement, pas avoir peur du ridicule ou qu'on te dise mais ça marchera pas ou c'est débile ton truc. La preuve, par Michael Jordan. Mais voilà, je trouve que cette peur d'être différent, il y a beaucoup de gens qui la ressentent et on l'a toutes pour des raisons un peu différentes. Voilà, donc j'ai envie de ce que tu disais sur les peurs périphériques, c'est très présent aussi dans le Peaceful Warrior parce que il va se dire ah ouais, mais en fait c'est à cause de mes fringues, c'est à cause de trucs. Exactement. Alors que la réalité, c'est une peur beaucoup plus profonde. Il est dans une université où tout le monde fait la même chose, où voilà, il va être de fait isolé de par sa blessure parce qu'il peut plus faire le même sport qu'avant. Et en fait, c'est ça qui craignait le plus, et c'est ce qui lui arrive. C'est la peur d'être différent. Et en fait, c'est ça qui va le libérer aussi. Parce qu'il s'est imaginé que c'est terrible d'être différent, il s'est imaginé qu'il n'y a rien de pire, et en fait il a mobilisé toute son énergie pour cacher cette peur, parce que son attitude arrogante, etc., c'est ça, c'est mobiliser de l'énergie pour cacher sa peur. Ouais. Et quand ça lui arrive, en fait c'est là où c'est le plus grand tournant, et c'est là où il va commencer à pouvoir grandir et pouvoir réfléchir, parce que ça lui est vraiment arrivé, quoi. Ouais, c'est ultra cool comme... réalisation, enfin, tu vois, de pouvoir le vivre au travers de ce livre et de son parcours initiatique. Ouais. C'est ça, parce que t'es pas obligé d'avoir des moments traumatisants dans ta vie, même si on en a tous et on en aura tous, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bien raconté. Déjà, c'est très bien écrit. Ouais, je suis d'accord. C'est bien raconté, ça se lit en 2 minutes. Et en 2 minutes, il y a 200 pages, mais ça se lit très rapidement. Et je pense que ça fait vraiment bien réfléchir. Il y a un truc que j'aime bien là à la fin, et je pense qu'on peut un peu conclure là-dessus. Yes, girl. C'est... je lis en anglais et puis on traduira. I've shown you the way of the peaceful warrior, not the way to the peaceful warrior. As long as you thread the way, you are a warrior. These past 8 years, you have abandoned your warriorship, so you could search for it. But the way is now, it has always been.
Et en fait, ce qui est super intéressant, et je fais le lien avec winning directement et très automatiquement, c'est que la victoire, c'est un loyer, c'est pas une rente. Enfin, tu vois, c'est quelque chose où tu payes le loyer tous les mois et que t'acquiers pas. Ouais. Et en fait, c'est pareil pour dompter ses peurs, et c'est pareil pour un grand nombre de choses. C'est pas un truc définitif, et on peut toujours revenir en arrière. Et donc, il faut entretenir cette relation qu'on a avec nos peurs, avec la victoire quand c'est la victoire. Et je pense que c'est un des trucs aussi les plus effrayants, en tout cas pour moi, c'est que c'est jamais fini, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est jamais fini. C'est le truc le plus beau et le plus effrayant, c'est que tu payes pas un mois, c'est dehors, en fait. Je pense que c'est un peu la conclusion de ce mois sur la peur aussi. On arrive à la fin du cycle. Je pense qu'on a bien mastiqué la peur sous tous ses angles et analysé sous toutes ses coutures. Et pour moi, c'est un peu la conclusion de... Je me dis, mais en fait, girl, on pourrait faire 1 an de Radio Jab sur la peur tellement c'est jamais fini. Mais c'est ça que j'emporte avec moi de ce mois-ci. Et j'espère que toi qui nous écoutes aussi, ça t'a aidé à te dire, c'est bien ce truc. C'est un loyer que tu payes tous les mois. C'est comme t'es pas propriétaire, quoi. C'est fini. Exactement. Et comme le dit très bien Dan Millman, c'est aussi une journey, une aventure, un chemin. Et donc on espère que tout ce mois-ci, tu auras glané des pépites de sagesse, tu auras fait des actions et que en tout cas, tu auras changé peut-être un peu ton rapport à la peur pour demain et pour les moments à venir, quoi. En tout cas, nous, oui, je pense. Nous, oui, et j'ai bien aimé un truc que Pascal nous a dit tout à l'heure. Ouais. C'est que, en fait, tout le monde a peur et on a peur tout le temps. Donc, voilà. Du coup, ciao, bye. Non, mais en fait, c'est une bonne conclusion. Ouais. Il n'y a pas de résolution de ce sujet. Non. C'est un bon sujet pour se poser des questions, pour passer à l'action, pour faire des choses. Mais en fait, tu auras toujours peur, quoi que tu veuilles. C'est pas vrai que tu vas éradiquer toutes tes peurs. C'est faux. Et ce qui est beau, c'est que c'est humain et c'est collectif. Ouais. Et tout le monde a peur. Donc, on peut tous comprendre ce sujet et se réunir dessus. Trop bien. Ouais, c'est clair. Arrêtons d'en faire un truc de division. C'est pas interne, en fait. C'est collectif. Ouais, c'est tous. Voilà. Trop bien. Merci de nous avoir écoutés. Et on te dit à bientôt pour un prochain thème. Yes. Et va lire des livres. Bye. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. Et la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.